Ok, alors maintenant une petite page d'actualité, parce que Jérôme aime beaucoup se diffuser dans les médias, et donc il va se diffuser auprès de vous. Non, blague à part, il y a beaucoup de communication qui est réalisée de plus en plus par cybermalveillance, et ça le sera de plus en plus, puisque tu vas pouvoir même nous dire qu'il y a des nouveaux membres qui vont vous aider à faire ça. Je sais pas si tu l'as prévu dans la presse, mais tu peux le dire. Je m'adapte à ce que tu dis. Donc Jérôme va pas nous parler d'IA, mais Heureusement pour vous. mais plutôt vous tenir informé de l'actualité de cybermalveillance.gouv.fr que vous connaissez tous. Levez la main dans cette salle. Il y en a un qui ne connaît pas? Mais il va pas lever la main. Ah, il y a quelqu'un qui se... Alors, qui va lever la main pour nos trois missions? Comme ça, moi, comme on doit garder midi et quart, je me permets, Eric, pardon. Je vais écourter un peu une partie de ma présentation. Si je vois beaucoup de mains qui se lèvent pour partager avec nous les trois missions que nous avons au sein du dispositif. Bon, on est là jusqu'à 15 heures. Je sais pas ce que je fais avec la caméra. Je vis, parce qu'elle bouge plus, hein. C'est très bien. Ok, super. Effectivement, je vais vous représenter très rapidement le dispositif, sachant que a priori vous le connaissez bien. Faire un petit focus. J'ai un agenda, alors je vais essayer de m'y tenir, si ça fonctionne. Donc revenir sur le GIP, mais ça je vais passer assez rapidement. Quelques chiffres et j'ai une originalité cette année que je vais partager avec vous. Retour sur quelques sujets et puis surtout, je pense, le plus important, c'est de vous parler de l'avenir parce que pour ceux qui nous connaissent bien, on a été créé en 2017, donc ça fait 7 ans. Eric était cofondateur du GIP, représentant digne de la gendarmerie du ministère de l'Intérieur, moi étant à l'ANSSI. Je vais vous raconter ça rapidement. Mais surtout, voilà, prendre un petit peu de temps pour vous parler des projets qui sont extrêmement structurants pour nous. C'est la première année depuis qu'on existe qu'on a des choses aussi importantes et intéressantes qui semblent se profiler pour nous. Donc le GIP, alors très vite, annonce par la stratégie nationale, donc un groupe de travail se met en place. La première stratégie, pour ceux qui sont dans les administrations, vous savez que, ou pas, qu'il y a une revue en ce moment importante de la stratégie de cyberdéfense auquel beaucoup participent. Cette annonce dit il faut renforcer les moyens de l'ANSSI, mais il faut surtout peut-être créer un dispositif d'assistance aux victimes. Donc on a été créé avec trois missions. Une mission, hop, je passe très rapidement, une mission d'assistance. Donc, vous êtes victime, vous savez qualifier la menace, vous tapez dans votre navigateur les mots-clés qui vont bien et vous devriez tomber sur l'article qui correspond à cette menace. Vous êtes un particulier en ce moment, c'est les Allô papa maman, j'ai perdu mon téléphone, contacte-moi sur WhatsApp. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a produit justement parce qu'on avait détecté que ça devenait sériel. Et si vous ne savez pas qualifier la menace, depuis le premier jour, on propose un parcours d'assistance pour, par exemple, une entreprise victime de rançon logiciel ou une administration, plutôt une petite administration victime d'un DDoS sur son infrastructure d'IP de sortie, par exemple. On qualifie la menace et on donne les conseils. Et quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est la capacité de mettre en relation avec des prestataires de proximité. La petite PME qui se fait taper, la petite administration dans les territoires qui se fait taper, elle va trouver chez nous un prestataire qui est en capacité de faire de la remédiation technique, alors au niveau de la victime. Hein. L'idée, c'est pas de reverser du malware, mais par contre, il va pouvoir l'accompagner dans la remise en bon fonctionnement, éventuellement l'identification de par où sont entrés les attaquants et la remédiation technique. Une mission d'information et de sensibilisation. Donc, on produit beaucoup de contenu. Moi, j'y tiens depuis le premier jour. Sous la licence Etalab 2.0, ça veut dire que on a beaucoup de structures qui peuvent reprendre, que ce soit des entreprises ou des collectivités, qui peuvent reprendre nos contenus, mettre un numéro de support, une chaîne SSI, un logo pour faire que les gens à qui le document et les supports sont envoyés puissent avoir un œil un peu plus ouvert. Et puis une troisième mission qui est une mission d'observation de la menace, justement essayer de détecter des nouveaux phénomènes et surtout, parce que si on communiquait à chaque fois qu'il y a un nouveau phénomène, un nouveau type d'hameçonnage, on n'arrêterait pas. Surtout, c'est quand on considère que ça devient sériel, quand ça fait potentiellement beaucoup de victimes, eh bien à ce moment-là, on va publier du contenu. Ça peut être une alerte sur les réseaux sociaux, ça peut être à travers des membres du dispositif de la diffusion, ça peut être du contenu directement propre sur notre plateforme.
Et pour porter tout ça, la stratégie nationale, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais disait que le dispositif d'assistance aux victimes, donc complémentaire de l'ANSSI, devait adopter une forme juridique qui permette l'implication du public et du privé. Le public tout seul ne peut pas tout faire. Le privé n'a aucun intérêt et pas forcément de jugement à avoir là-dessus. Par contre, de réunir dans un seul et même dispositif du public et du privé faisait du sens. Et je peux vous garantir, il y a un rapport de la Cour des comptes nous concernant qui est sorti il y a un peu plus d'un an, qui, le seul truc du rapport, pourquoi j'en parle, c'est qu'il nous invite à réfléchir sur une évolution du modèle. Et moi, je suis convaincu que le groupement d'intérêt public, c'est un formidable outil, un formidable véhicule législatif, certains d'entre vous connaissent peut-être, pour faire des choses. Parce que on a des étatiques, on a des représentants des victimes, on a des représentants des prestataires et on a des offreurs de solutions et de services. Ça veut dire qu'on peut mettre autour de la table plein de profils différents. Eric évoquait des nouveaux membres. Moi, j'avais un conseil d'administration, une assemblée générale la semaine dernière, qui ont validé les candidatures de deux structures. C'est l'Ordre national des experts comptables. Ah ouais, non, j'ai pas mis là. Je l'ai reçu hier soir, il est pas là. Ils sont pas là parce qu'on a mis un peu de temps à avoir le logo. Donc, l'Ordre national des experts comptables, hein, ils sont 20 000 et ils adressent 2 millions d'entreprises. Donc, c'est une caisse de résonance extraordinaire. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale qui est et avant de cliquer, une boîte privée, une petite boîte privée qui fait de la sensibilisation. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale qui sont rentrés comme membres. Et c'est assez exceptionnel que l'Assemblée nationale, l'entité, adhère à un groupement d'intérêt public. A priori, c'est la première fois. Ça montre qu'il y a un vrai sujet, une vraie prise en compte, au moins en interne de la chaîne SSI, mais aussi au niveau de la vice-présidence, de cette importance d'adresser collectivement cet enjeu de cybersécurité. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui est venue avec avec France Télévisions, qui est aussi devenu membre. Donc, ça va nous offrir des possibilités. Eric parlait des médias, mais l'ORTF, c'est terminé. Il y a les lignes éditoriales des journalistes est complètement libre. Par contre, pour ceux qui nous connaissent depuis un petit moment, vous savez peut-être que pendant le premier confinement, on avait bénéficié d'espaces publicitaires entre le dentifrice et la couche culotte pour justement faire connaître auprès du plus grand nombre ces aspects de sensibilisation. Et moi, j'ai pris l'exemple ce matin d'une conf, d'un webinar qu'on avait fait à l'été 2020 où il y avait un représentant d'une petite collectivité, d'une Comcom, l'informaticien de la Comcom, qui à la fin de l'échange, on faisait tous des rétex sur Covid, on pensait que c'était terminé, et donc à la fin de l'échange, qui me dit, enfin qui souhaite reprendre la parole en disant, bah, il y a quelqu'un de Cyberman, je voudrais juste le remercier parce que moi, quand mes élus ont vu les clips de sensibilisation, vraiment entre la poire et le fromage, hein, c'était, et ben ils m'ont donné les budgets parce qu'ils se sont dit, ça passe, le sujet de la cyber, on a fait de la publicité, et donc c'est quelque chose qui existe. Il y a des vrais enjeux et donc il a obtenu son budget. Donc c'était une fierté de notre dispositif d'avoir participé au moins à ça. Je passe rapidement, hein, je suis désolé, hein, mais je veux garder un peu de temps, surtout pour les questions et les réponses. Je regarde l'heure, ouais, il ne me reste pas longtemps. Euh, on a publié, c'est de la surprise que j'évoquais tout à l'heure, on a publié notre rapport d'activité la semaine dernière. Tous les ans, depuis la création du dispositif, on fait plus 50% ou plus 100% de trafic sur la plateforme. Le trafic, c'est généré par exemple par le particulier qui va faire sa recherche sur Allô papa, maman, mon téléphone est cassé, contacte-moi sur WhatsApp. Voilà, c'est éventuellement les entreprises ou les collectivités. Donc le trafic, il doublait pratiquement tous les ans, sauf cette année où on fait à moins quelques pourcents en l'occurrence, on fait moins. Il y a deux approches, deux analyses qu'on peut faire à chaud, et je peux partager tout ça ensemble. La première, c'est que la menace n'augmente pas. L'ANSSI a publié son rapport il y a 15 jours. Elle dit que la menace augmente. Nous, on est assez convaincus que la menace augmente. Et donc, l'autre approche, c'est de considérer que notre dispositif aujourd'hui a atteint un palier, c'est-à-dire qu'au regard de ses moyens, on ne peut plus on peut plus produire, on peut plus aller chercher plus de victimes en l'état de notre dispositif actuel. On peut plus faire plus de contenu, on peut pas faire plus de référencement naturel. T'es pas d'accord, Gilles? Si. Alors, on peut plus faire, voilà. Donc, moi, ça m'arrange bien, ça, c'est entre nous. Et puis, je suis filmé, mais c'est pas grave, parce que je l'ai déjà dit. À mes autorités, je leur dis depuis quelques années, donnez-nous plus de moyens. On est 19 au sein du GIP, l'ANSSI est 650. L'idée, c'est pas de se comparer, on n'a pas du tout les mêmes missions. Mais voilà, on est 19 pour adresser des millions de Français, on est 19 pour adresser
3 millions d'entreprises, 4 millions avec les collectivités, on est 19 pour adresser les 35 000 collectivités qui sont non régulées. Donc, il y a un vrai sujet. Alors, c'est plus à moi de gérer ça et pas vous, trop vous embêter avec ça, mais en tout cas, voilà, c'est l'analyse qu'on fait. Donc, euh, on n'a plus cette possibilité de faire plus qu'on avait les années précédentes. Est-ce que ça te choque? Non, non, il y a Ouais. une autre interprétation, c'est peut-être aussi vous avez atteint votre public. Non. Ah, Pardon. tu penses Oui. qu'il... On fait la demande de notre ancien président, Guillaume Poupard. Aujourd'hui, c'est Vincent qui est le président du GIP. On fait une analyse de notoriété et on avait augmenté donc la notoriété assistée, la notoriété spontanée. Assistée, c'est parmi ces dispositifs, est-ce que vous connaissez oui, non, est-ce que vous avez utilisé oui, non. Spontané, c'est citer un dispositif et on atteint là depuis 2 3 ans un certain ventre mou, c'est moi qui parle, pour les deux en fait. C'est-à-dire qu'on ne développe plus ni notre notoriété assistée, qui est de l'ordre de 20-25%, ni notre notoriété spontanée, qui est de l'ordre de 1%. Donc voilà. Mais tu sais qu'il y a d'autres projets sur lesquels je vais terminer qui, je suis assez convaincu, vont nous permettre de résoudre en partie cette problématique et ce manque de moyens. Donc ouais, je t'ai dit que j'ai quand même de bonnes nouvelles. Le, l'autre chiffre sur lesquels donc, je vous présente ici, c'est le nombre de parcours, hein. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Soit on vient sur cybermalveillance.gouv.fr d'une manière sèche ou par on, on a un référent qui pointe sur un article en particulier, soit on ne sait pas qualifier notre menace et donc on réalise notre parcours. Et ça nous permet d'avoir des données relatives au périmètre de cybermalveillance concernant les administrations, les particuliers et les collectivités, puisque la première des questions qu'on pose, c'est est-ce que tu es un particulier, une entreprise ou une collectivité, puisqu'on adapte évidemment les questions qu'on pose, et c'est les chiffres que je vous présente derrière. Mais cette statistique, d'une manière générale, c'est pareil, elle est flatte par rapport à l'année précédente. C'est assez logique qu'on ait une corrélation entre le visitorat de la plateforme et les gens qui réalisent des parcours d'assistance chez nous. Je m'attarde juste 2 secondes là-dessus parce que euh, ça, c'est donc quand on regarde d'une manière brute le nombre de parcours sur les 282 000 qu'on a fait, on a 93% qui sont faits par des particuliers, on a 5% qui sont faits par des entreprises et 2% qui sont faits par des collectivités. Donc on pourrait se dire, quand on regarde ça, c'est que le dispositif, il s'adresse majoritairement aux particuliers. On a des scientifiques dans cette salle, donc je ne suis pas problème pour dire que ça, c'est une hérésie, puisque on va comparer 40 ou 50 millions d'utilisateurs nomades, enfin d'outils nomades ou pas d'ailleurs, peu importe, d'outils numériques, pardon, téléphone, ordi, à 3 millions d'entreprises que j'évoquais tout à l'heure et à 35 000 collectivités. Donc si on ramène, et ça c'est un chiffre qui n'évolue pas, ou très peu depuis de nombreuses années, donc si on ramène à la population éligible, en fait, pour un particulier aidé, on est d'1,2 à 1,5 entreprises et 35 collectivités. Donc, en fait, notre dispositif, on aide proportionnellement beaucoup plus les collectivités que les entreprises et que les particuliers. J'essaie d'aller vite, mais surtout si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. L'état de la menace, donc le, le... Non, je suis allé au-dessus. Retour sur quelques éléments. Euh, donc, j'ai parlé des professionnels, c'est vraiment une chance qu'on a au niveau de notre dispositif. Cette semaine, demain et après-demain se tient chez Mickey le salon IT Partner, où c'est presque aussi bien que le FIC, où nous serons présents cette année sur le stand de l'ANSSI, parce que c'est là où on voit nos petits prestataires dans nos territoires. Nous, nos victimes, elles sont vraiment dans nos territoires. C'est quelque chose d'extrêmement important. Vous êtes tous, je pense, dans des grosses organisations. La vie, c'est aussi, il n'y a pas de critique bien évidemment dans ce que je dis, mais la vie, c'est aussi nos TPE dans nos territoires, nos petites collectivités. Euh, avec Guillaume, le jour de l'annonce de la création du dispositif, Guillaume Poupard, en tant que DG de l'ANSSI, disait si on a 10% des PME qui sont au tapis, et Covid nous a montré que effectivement les gros faiseurs ont besoin de petits sous-traitants, eh bien on a un problème de sécurité nationale. Donc voilà, ces prestataires de proximité dans nos territoires, c'est vraiment le bras armé. Nous, on n'a pas de gens qu'on peut envoyer chez les victimes, évidemment, mais c'est vraiment l'outil que nous avons créé à la demande des autorités au départ, hein, dans le groupe de travail initial, mais pour justement rendre ce service. Et donc, euh, on y tient beaucoup parce que, par exemple, on a passé l'étape supplémentaire qui était, puisque on a 1200 qui sont référencés, et on a créé un label avec l'AFNOR, avec l'ANSSI, avec Eben, pour justement identifier dans nos territoires la PME
qui fait de la cybersécurité, parce qu'on a plein de gens qui font de l'informatique, mais pas forcément de la cybersécurité. Donc, identifier dans nos territoires ceux qui font de la cybersécurité à l'état de l'art par rapport au public qu'ils ont en face, pour justement les accompagner sur la remédiation technique, mais aussi sur la sécurisation. Quand on a fait le premier atelier avec les fédés, les syndicats, ils nous ont bien dit, il ne faut pas qu'on se limite à la simple remédiation, il faut aussi qu'on puisse avoir, on puisse proposer dans les territoires des entreprises locales qui vont accompagner sur la sécurisation. On a des experts cyber dans cette salle et je les remercie parce que ils jouent vraiment le jeu et on a besoin d'eux. Et l'étape supplémentaire sur laquelle on a travaillé, c'est créer un référentiel qui se base pour partie sur le référentiel de compétences, de labellisation, pardon, un référentiel de compétences, pour que les organismes de formation dans les territoires puissent prendre ce référentiel et faire des formations pour que ceux qui font de l'informatique, j'insiste un peu, mais dans nos territoires, puissent monter en compétences et potentiellement obtenir le label expert cyber. Donc la sensibilisation que j'en ai parlé, c'est quelque chose d'extrêmement important. La production de ces contenus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une fois de plus, c'est sous licence ouverte, donc n'hésitez pas, quelle que soit la taille de votre structure, à les mettre en avant. Le JIP, c'est un outil magique pour faire des partenariats. Ça, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est une opération qu'on a faite avec le parquet J3, avec les services d'enquête spécialisés, en l'occurrence la DNPJ, Direction nationale de la police judiciaire. Euh, je cache le logo pour Eric, mais non, je sais bien que t'es pas comme ça. Et l'EducNat et l'enseignement sup et recherche. Vous vous souvenez, il y a eu à la rentrée, il y a un an et demi, je crois, des compromissions de comptes de NT qui ont eu lieu, lesquels compromissions ont permis de faire des alertes à la bombe. Ça stresse énormément de personnes, ça coûte une fortune, ça, c'est insupportable. Les abrutis prenaient leur téléphone il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, ils compromettent par des infostealers certains comptes de leurs camarades. Donc, à la demande du parquet, et ça, c'est l'AMAU, l'article qui est de février de cette année, où vous avez un retour qui est fait par le FSSI du ministère sur l'opération Tortilla concernant ces infostealers. Mais voilà, ce que moi je mets en avant, c'est cette collaboration. J3 nous a dit il faut sensibiliser les enfants pour que, enfin les ados, pour qu'ils comprennent qu'en téléchargeant des jeux sur du Warez, ils peuvent potentiellement mettre en péril leur ordinateur et donc derrière qu'on puisse récupérer leur credential de NT, mais pas que de NT, bien évidemment. Donc voilà, très vite, comme on essaye de faire en général. On a coproduit cette fiche avec J3, l'ADNPJ, le ministère. Et ensuite, c'est ce que j'ai coutume de dire aussi, nous, le groupement d'intérêt public a une vraie capacité de création, de production de contenu, soit avec l'équipe interne, soit avec des membres, soit avec des tiers, mais on est extrêmement limité dans notre capacité de diffusion. Et ça a été envoyé dans un premier temps à l'ensemble des recteurs d'académie, et ensuite ça a été adressé par le SUP pour que, je dis bien potentiellement, dans la vraie vie, on sait que c'est toujours différent, mais que chaque enfant, adolescent, pardon, j'ai des ados, donc je ne veux pas les voir vieillir, donc je dis enfant. Mais chaque ado, chaque collégien, chaque lycéen et chaque étudiant puisse comprendre cette menace. C'est hyper basique, c'est qu'est-ce que c'est, les méthodes d'infection, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être victime. Et voilà, c'est un exemple que je souhaitais partager avec vous, parce que ça montre que ce groupement d'intérêt public, cette forme même juridique, ça, on ne le ferait pas si on était un service central d'une administration, une sous-direction d'une autorité nationale, c'est évident. Donc, c'est cette agilité qui nous permet de faire ce genre de choses. Je me ferai gronder par la com si je ne vous parlais pas du mois européen de la cyber, hein. Vous savez peut-être que depuis l'année dernière, on pilote le dispositif. C'était historiquement piloté par l'ANSSI. On a créé un groupe informel, justement. Alors, c'est plus du top-down, je suis désolé, parce qu'il y a, je crois, 80 ou non, 200 celui-ci, il y a 200 membres. Donc, c'est infernal de faire travailler 200 membres ensemble. C'est pas forcément possible, mais il y a quand même, on essaie de voir des échanges. Et donc, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous sur communication@cybermalance.gouv.fr si vous voulez avoir en avance de phase ce qui sera produit dans le cadre du mois européen de la cyber sur cette année 2024. En octobre. Ah oui, tout le monde le sait. À la JSSI, si vous ne savez pas que c'est le mois d'octobre. Et puis, je vais pratiquement réussir à tenir dans les temps. On a trois choses qui sont extrêmement importantes pour nous sur cette année 2024.
C'est une opération qu'on fait avec le ministère de l'Intérieur, dont on est extrêmement fier. C'est le 17 Cyber. C'est peut-être une annonce qui a été faite par le président il y a un petit moment, de mettre en place un équivalent numérique du 17 Cyber. On l'a construit avec la police, avec la gendarmerie. Et en fait, le 17 Cyber, et je l'ai dit comme tel à mon assemblée générale la semaine dernière, en France, on a fait pour une fois un truc assez intelligent, c'est qu'on n'a pas développé de zéro des trucs. On a assemblé des briques qui existent, on a pris notre plateforme, on va prendre les chats police et gendarmerie, on va mélanger tout ça, et ça devient le 17 Cyber. Ça veut dire que en complément, donc dans les parcours d'assistance de la capacité de remédiation technique, on va rajouter la possibilité d'être assist pour la victime, d'être assisté sur une partie des menaces, hein, pas tout, hein, l'hameçonnage, pas forcément besoin de l'avoir, mais avoir cette possibilité d'aider à la judiciarisation. Et par exemple, une entreprise qui est victime de rançon logicielle ou une collectivité, son intérêt, c'est que le système reparte vite. Ils s'en foutent de la dépôt de plainte, ils s'en foutent de conserver la preuve. Ce système-là, on est assez convaincu collectivement. Je te vois hocher la tête, donc je pense que tu es évidemment, comme très souvent, on va toujours d'accord avec moi, mais ça va permettre d'améliorer le système et de faire que, euh, par l'envoi d'un primo-intervenant, par le fait que le ministère de l'Intérieur soit informé de la victimologie à tel endroit, tel truc, ça va permettre de mieux lutter contre la cybermalveillance. Et ce partage d'infos est fondamental. Il sera en temps réel. Et pour le 17 Cyber, on a travaillé, nous, beaucoup. C'est pas simplement l'intégration du chat, ça c'était trivial sur notre plateforme, mais sur l'outil d'aide à la décision, là, avec les métiers, police et gendarmerie, pour que l'opérateur soit accompagné. On va lui dire, tu as une entreprise victime de rançon logicielle, voilà les conseils qu'on lui a donnés, voilà les questions que tu peux poser, voilà, enfin, donc sur un arbre décisionnel, pour justement faire que tout le monde derrière, parce qu'ils ne sont pas tous spécialistes de la cyber, nos chers opérateurs policiers et gendarmes, puissent avoir un accompagnement à niveau pour bien aider les victimes. Un autre projet qui a été lui qui est porté par Bercy. C'est le filtre anti-arnaque, le fameux filtre anti-arnaque, je ne sais pas comment on dit, c'est le anti-scam filter, où là, on est identifié comme étant le dispositif qui va créer la brique centrale, qui va prendre en entrée les différents signalements des autorités administratives et ensuite rediriger vers les éditeurs de navigateurs pour du filtrage et pour blocage au niveau DNS par les fournisseurs d'accès, enfin l'opérateur DNS, principalement FAI, au bout de 7 jours. Le texte de loi n'est pas encore sec, il est encore discuté, donc c'est le principe général, ça peut évoluer normalement à la marge. Et voilà, et puis le dernier point, c'est le groupe de travail stratégie à 5 ans. J'ai évoqué le rapport de la Cour des comptes, pour vous la faire très court. Il disait la mission, elle est fondamentale, le GIP répond bien, mais il manque de moyens. Et il disait aussi, par rapport à la Cour des comptes, c'est plutôt cool. Et il disait aussi, voilà, c'est une période transitoire pour vous. À l'époque, on avait 5 ans, enfin 6 ans. Collectivement, que les membres réfléchissent à cette stratégie. Donc, je ne peux pas vous la présenter puisqu'elle n'est pas votée, sera votée au printemps. Mais on a des pistes de travail qui capitalisent, et c'était surtout ça l'idée, c'est de capitaliser sur le 17, sur tout notre historique, sur le 17 cyber, sur le filtre, pour qu'on puisse typiquement mieux euh, euh, enfin, le 17 cyber, je mélange avec ma présentation de ce matin peut-être, mais moi, je vois l'extraordinaire opportunité de résoudre cette problématique de notoriété. Et quand le ministère de l'Intérieur va communiquer sur le 17 cyber, il aura une force de frappe extraordinaire qu'on n'aura jamais, même en achetant des dizaines de millions d'euros de publicité. Donc voilà, cette dynamique, elle est extrêmement positive. On n'a pas réussi à faire que on soit connu, notoriété spontanée, par cyberlance.gouv.fr, c'est pas grave, parce que euh, tout le monde, et au-delà du ministère de l'Intérieur, l'ANSSI aussi, jouera le jeu pour que ce guichet unique, quand on est victime, on ne se pose pas de questions, on a 17 cyber, on a de la remédiation technique, on a de la judiciarisation. Donc voilà, ce sont des choses qui sont très positives pour nous. Et il y a d'autres choses dont je ne peux pas vous parler, mais j'espère pouvoir revenir peut-être l'année prochaine, avec un peu plus de temps et un débit moins rapide, pour vous en parler. Merci beaucoup.